Bonjour, je m'appelle Solène. Ma sœur s'est un jour agrippée à ma main, me suppliant de ne jamais l'abandonner. Des années plus tard, elle m'a poussé d'un hélicoptère en murmurant « Tu as toujours été une entrave ». Mon mari, lui, se tenait là, les bras croisés, me laissant tomber pour qu'il puisse empocher 5 millions de dollars et mon entreprise. Ils ont cru que j'étais morte ce jour-là, mais je ne suis pas morte. Et je suis entrée à mes propres funérailles. Pensez-vous qu'une telle trahison prend vraiment fin un jour? Ou bien est-ce qu'elle attend, tapis chez les personnes en qui vous avez le plus confiance? Dites-moi, auriez-vous survécu à cela? Faites-moi savoir d'où vous écoutez, parce que cette histoire n'est pas encore terminée. Le froid à Aspen ce matin-là semblait vouloir me promettre quelque chose, comme s'il murmurait que peut-être, aujourd'hui pourrait être différent. Je me tenais près de l'hélicoptère, regardant les flocons de neige fondre sur ma veste, mon souffle formant un nuage dans l'air raréfié de la montagne, tandis que j'essayais de croire que ce voyage était un nouveau départ, et non un autre pansement sur un mariage qui s'effilochait déjà. Les mains de Rowan étaient fermes tandis qu'il bouclait le harnais autour de ma taille. Son sourire était le même que celui qu'il arborait lorsque des clients entraient dans notre salle d'exposition, chaleureux, impeccable, étudié. « Joyeux anniversaire », dit-il en déposant un baiser rapide sur ma joue. J'ai essayé de capter cette chaleur, de la laisser m'imprégner, mais le vent était trop mordant. Mila était là, elle aussi. Son parfum était assez puissant pour couvrir l'odeur des pins dans l'air lorsqu'elle m'a serré fort dans ses bras. « Tu mérites cette journée, Solène », murmura-t-elle, ses paroles chaleureuses, ses yeux se détournant trop rapidement alors qu'elle reculait. Ses cheveux étaient parfaits, son rouge à lèvres d'un rouge profond qui rendait ses dents incroyablement blanches lorsqu'elle souriait pour l'appareil photo qu'elle tenait déjà en l'air. Les pales se mirent à tourner, fendant l'air, tirant sur les boucles que je n'avais pas pris la peine de dompter ce matin-là. Je suis monté à bord, je me suis installé sur le siège, et j'ai jeté un regard en arrière vers Mila et Rowan alors qu'ils se glissaient à côté de moi, leurs genoux se frôlant, leur sourire destiné à tout sauf à moi. Le pilote a fait un signe du pouce, et avec une secousse, nous avons décollé. Il y a quelque chose dans le fait de voir le monde d'en haut qui m'a toujours fait croire aux possibilités. Les arbres en contrebas étaient poudrés de blanc, les rivières comme des fils d'argent tissés à travers eux. Je voulais croire que c'était un pas vers quelque chose de mieux. La main de Rowan a frôlé la mienne sur le siège, et pendant une seconde, j'ai senti que peut-être, juste peut-être, nous pourrions réparer ce qui était brisé. Mais Mila a jeté un regard par-dessus son épaule vers moi, et il n'y avait rien de chaleureux dans ses yeux. Je me suis détourné, me concentrant sur la vue, prétendant ne pas y avoir vu le calcul froid qui s'y lisait. L'hélicoptère vira à gauche, nous offrant une vue panoramique sur les montagnes, et Mila leva son téléphone, le tournant vers Rowan et moi. « Souris pour la famille, Solène, dit-elle, sa voix enjouée. Trop enjouée. Elle se pencha plus près, ajustant l'angle de l'appareil, ses cheveux effleurant ma joue. J'ai essayé de sourire, mais le visage de Rowan était un masque, illisible, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Mon estomac s'est noué tandis que je forçais les coins de ma bouche à se relever dans une performance creuse. Le vrombissement du moteur était un rythme constant dans ma poitrine, masquant les battements sourds de mon cœur alors que Mila se rapprochait, plus près qu'il n'était nécessaire pour une photo. Son téléphone tomba à ses côtés, ses lèvres près de mon oreille. « Tu as toujours été une entrave », murmura-t-elle. Il fallut une seconde pour que les mots fassent leur chemin, une seconde pour que je traite la froideur de sa voix avant que sa main ne se presse contre mon épaule. J'ai vu Rowan, les bras croisés, penché en arrière, son visage vide. Il n'a pas bougé. Il n'a même pas sourcillé. J'ai voulu crier, mais le vent l'a arraché de ma gorge alors que Mila me poussait et que le monde bascula violemment. J'ai vu son rouge à lèvres rouges se courber en un petit sourire satisfait alors que je tombais à la renverse, le blanc de la neige et du ciel m'avalant pendant ma chute. Le rugissement du rotor s'est transformé en un bruit sourd qui correspondait à la panique dans ma poitrine. L'air était vif contre ma peau, mes cheveux fouettant mon visage pendant que je tombais. Le temps se fractura. Un souvenir des mains de ma mère tressant mes cheveux avant mon premier jour d'école. La lueur de l'enseigne ouverte du magasin que j'avais bâti à partir de rien. La voix de Rowan me disant « Fais-moi confiance, Solène. Nous sommes dans le même bateau. » La confiance. Quel joli mensonge. Les branches défilaient en dessous de moi, et l'instinct criait plus fort que la peur. J'ai tendu la main, priant, espérant, griffant le vide jusqu'à ce que mes doigts raclent une branche épaisse. La douleur a explosé dans mon bras alors que je l'attrapais, la force me tordant l'épaule, quelque chose craquant,
une douleur vive et fulgurante. Mais j'ai cessé de tomber. Je suis resté suspendu là, haletante, la douleur me transperçant à chaque respiration tandis que le monde devenait enfin silencieux, à l'exception du crissement de la neige tombant des branches au-dessus. L'hélicoptère était parti, juste un point dans le ciel maintenant, emportant les personnes qui avaient décidé que ma vie valait 5 millions de dollars. Je me suis rapproché du tronc, chaque mouvement une vague d'agonie, ma vision se brouillant alors que du sang coulait d'une coupure sur ma tempe. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait pas de place pour les larmes, seulement pour le souffle, seulement pour la survie. La neige s'est infiltrée dans mon jean, engourdissant la douleur dans mes jambes alors que je penchais ma tête en arrière contre l'écorce rugueuse, fermant les yeux un instant, laissant le froid m'envahir comme une couverture. Je voulais dormir, laisser tout s'effacer, mais les mots sont sortis, doux, rauques, une promesse à personne d'autre qu'à moi-même. Pas aujourd'hui. J'ai fermé les yeux un instant, laissant le froid engourdir la douleur avant de réaliser que je devais bouger. Ce n'était pas du courage, pas vraiment, mais une voix basse et têtue me rappelant que rester allongé ici les laisserait gagner. La neige autour de moi était tachée de rose là où le sang s'était infiltré, et je me suis forcé à faire l'inventaire. Un nuage de buée se formait dans l'air alors que je prenais de petites goulées d'air rapides. Ma jambe droite était mal pliée, un éclair de douleur la parcourant chaque fois que j'essayais de bouger. Mon épaule pendait, inutile, mais toujours là. Mes doigts tremblaient alors que je les pressais contre le sol, cherchant quelque chose de solide à agripper, murmurant les mots que ma mère disait quand le monde se refermait. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Solène. Lentement, centimètre par centimètre, je me suis redressé, le sol glacé me mordant les paumes. Le froid a brûlé les coupures sur mon visage, réveillant chaque nerf qui voulait s'éteindre. J'ai vu une branche tomber à portée de main, assez épaisse pour supporter mon poids. Roulant sur le côté, je l'ai tirée vers moi, ignorant les larmes qui brouillaient ma vision. Ce n'était pas des pleurs, c'était la douleur qui s'échappait. J'ai appuyé la branche dans la neige, la testant, et je me suis forcé à me lever, m'appuyant dessus comme une béquille improvisée. L'os de ma jambe a hurlé, mais j'ai serré les dents et j'ai bougé quand même. Un pas, puis un autre. Le monde était trop lumineux, la neige réfléchissant une lumière du soleil qui semblait cruelle en me brûlant les yeux. Mais j'ai continué à avancer, me concentrant sur le bruit du crissement sous ma botte à chaque pas chancelant. Des heures ont passé, ou peut-être seulement des minutes. La douleur tordait le temps jusqu'à ce que tout ce que je connaisse soit le prochain pas et la prochaine respiration. Le vent a traversé ma veste, tranchant jusqu'à la sueur qui se glaçait sur mon dos. Je me suis dit de continuer à bouger, que si je m'arrêtais, je ne me relèverais plus jamais. C'est sur quoi Mila et Rowan comptaient, n'est-ce pas? Une forme est apparue au loin, basse et à moitié engloutie par une congère. Au début, j'ai cru que c'était une hallucination, mais en boitant plus près, elle s'est précisée en une petite cabane de garde forestier, les fenêtres couvertes de givre, le porche enseveli sous la neige. Je me suis traîné en avant, chaque respiration un grognement, jusqu'à ce que j'atteigne la porte, martelant dessus avec le reste de mes forces. Personne n'a répondu. J'ai vérifié la poignée et je l'ai trouvée non verrouillée, la porte s'ouvrant en grinçant sur une bouffée d'air plus chaud à l'intérieur. La cabane sentait le vieux bois et la fumée froide, mais c'était un abri. J'ai trébuché à l'intérieur, la porte se refermant derrière moi, et je suis tombé à genoux, tremblante. Mes yeux ont balayé la pièce, trouvant un poêle à bois dans le coin, une pile de couvertures et une trousse de premiers soins poussiéreuse sur une étagère. J'ai rampé jusqu'à elle, traînant la trousse vers moi, sortant des bandages avec des mains tremblantes. Pendant que j'enveloppais ma jambe et que je nouais une écharpe improvisée autour de mon épaule, des souvenirs ont vacillé, involontaires, chauds et vifs. Mila enfant, se blottissant contre moi pendant les orages, murmurant « Ne me quitte pas, Solène. Promets-moi que tu ne me quitteras pas », ses petits doigts agrippaient les miens, ses yeux grands ouverts de peur. Elle avait peur du tonnerre. Je la tenais jusqu'à ce qu'elle s'endorme. J'ai ravalé la boule dans ma gorge, forçant mes mains à continuer de travailler. Cette même fille qui me suppliait de rester venait d'essayer de me jeter hors de son chemin, définitivement. La piqûre de la trahison brûlait plus profondément que les blessures. Un crépitement a brisé le silence, et j'ai tourné la tête vers une vieille radio sur l'étagère, sa lumière rouge clignotant. Des parasites grésillaient. Puis une voix a percé, rude et saccadée. Femme, présumée morte. Corps non retrouvé. Chute présumée mortelle près de la crête. Mon nom a suivi, clair et lourd dans l'air vicié de la cabane. Il m'avait déjà classé comme disparu,
m'avait effacé aussi facilement que l'on rait une ligne sur une page. Je me suis forcé à me lever, titubant vers le vieux téléphone à cadran sur le comptoir. L'écran a vacillé, montrant une application météo, le front froid se déplaçant sur Aspen. Une notification est apparue. Alerte bancaire. Transaction en attente. Je connaissais ce numéro, la police d'assurance que nous avions payée pendant des années. Ils avaient déjà fait la déclaration de sinistre. Rowan et Mila n'attendaient même pas que mon corps soit retrouvé. Un rire, sec et bref, m'a échappé avant de se transformer en une toux qui a secoué mes côtes. Mes larmes ont séché, laissant mes yeux douloureux et à vif. Il me croit morte, ai-je murmuré à la pièce vide, agrippant le bord du comptoir pour garder l'équilibre. Laissez-les croire ça. J'ai décroché un lourd manteau de garde forestier du porte-manteau près de la porte, l'odeur de pain et de vieille fumée m'enveloppant comme une armure. Mon esprit s'est éclairci, la peur remplacée par quelque chose de plus froid, de plus vif. Je ne retournerai pas vers eux brisée et suppliante. Je retournerai prête. La voix de Vera m'est alors revenue, aussi claire que si elle se tenait à côté de moi. Appelle-moi si le monde brûle, Solène. Vera, mon ancienne partenaire, qui savait comment mener le genre de bataille qui ne laisse pas de bleu sur la peau mais déchire tout le reste. Je devais la rejoindre quelqu'un qui me croirait avant que Rowan et Mila ne puissent m'enterrer pour de bon. J'ai trouvé une paire de vieilles bottes de garde forestier près de la porte, rigides mais utilisables. J'ai resserré mes bandages, j'ai enfilé les bottes et j'ai enroulé le manteau autour de moi, me préparant en ouvrant à nouveau la porte. Le froid m'a frappé comme une gifle, mais je l'ai laissé faire, le laissant dépouiller la peur, ne laissant que le but. Le froid me mordait les joues alors que je sortais, la neige crissant sous les vieilles bottes de garde forestier, le vent raclant comme s'il avait quelque chose à prouver. Je gardais une main sur la béquille improvisée, l'autre pressée contre mes côtes où chaque respiration semblait me déchirer. Mais j'ai avancé, pas à pas, car s'arrêter n'était pas une option. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère, la façon dont elle le disait quand la vie était lourde. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Solène. Je ne savais pas combien d'heures s'étaient écoulées alors que je descendais la pente en boitant, le ciel passant du gris acier au violet contusionné de l'aube naissante. Le froid n'était plus aussi vif maintenant, plutôt une douleur constante qui me rappelait que j'étais encore en vie, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour s'assurer que je ne le sois pas. Chaque glissade sur la glace envoyait un éclair dans ma jambe, mais je serrais les dents et reportais mon poids sur la branche, murmurant sous mon souffle des promesses que je les ferais payer. Les arbres se sont éclaircis, et devant moi, j'ai vu la lueur d'une enseigne bourdonnant au-dessus d'un petit restaurant en périphérie de la ville. Mon corps hurlait de s'effondrer, de me recroqueviller dans la neige, mais j'ai continué, me traînant à travers le parking jusqu'à ce que je pousse la porte. La cloche a tinté et les têtes se sont tournées. Un silence s'est abattu sur la salle alors que les gens me dévisageaient, les cheveux emmêlés de sang gelé, les vêtements déchirés, le visage à vif à cause du vent et des larmes. Une serveuse adolescente a fait un pas prudent en avant, les yeux écarquillés. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle, m'effondrant dans une banquette d'angle, le siège en vinyle froid contre mon dos. Ma respiration venait en courte rafale saccadée alors que je balayais la pièce du regard, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour m'ancrer. Mes yeux se sont posés sur le téléphone public près des toilettes, sa surface métallique rayée et cabossée par des années d'utilisation. C'était le genre d'endroit où les gens ne posaient pas de questions si vous aviez besoin de l'utiliser. J'ai fouillé dans la poche du manteau de garde forestier et j'ai sorti quelques pièces que j'avais trouvées, forçant mes doigts tremblants à les insérer. La tonalité était une bouée de sauvetage. J'ai composé le numéro de mémoire, appuyant mon front contre le mur pendant que ça sonnait. Vera. Ma voix n'était qu'un râle quand elle a répondu. C'est moi. Il y eut une pause, une inspiration brusque. Solène. Mon Dieu. Ils ont dit que tu étais. Je sais ce qu'ils ont dit. Écoute-moi. J'ai besoin d'aide. De l'aide, discrète. J'arrive. Sa voix était ferme, comme elle l'avait toujours été, et pendant un instant, j'ai pu respirer à nouveau. J'ai raccroché et je me suis retourné juste au moment où la télévision accrochée dans le coin passait à un segment d'information locale. Les mots en bas de l'écran m'ont tordu l'estomac. La PDG locale Solène Thorne, disparue, présumée morte dans une tragédie d'hélicoptère. J'ai regardé, figé, alors que des images montraient Rowan debout à un podium, Mila à ses côtés, son visage enfoui dans son épaule alors qu'il passait un bras autour d'elle.
Ils ressemblaient à une famille en deuil, à des victimes d'un cruel accident, pas aux bourreaux qu'ils étaient vraiment. S'il vous plaît, respectez notre vie privée pendant cette période difficile, a dit Rowan dans le microphone, sa voix se brisant d'une manière que j'avais autrefois cru sincère. Mila a levé la tête, du mascara coulant sur ses joues, tremblant en s'accrochant à lui. Derrière eux, le logo de mon entreprise se dressait fièrement, l'entreprise que j'avais bâtie avec des années de sueur pendant qu'il faisait semblant de me pleurer. Un rire sec m'a échappé, et un homme dans la banquette voisine m'a jeté un regard avant de détourner rapidement les yeux. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume, pour me recentrer. Laissez-les verser leurs larmes de crocodile pour les caméras. Laissez-les penser qu'ils ont gagné. La cloche au-dessus de la porte a de nouveau tinté, et Vera est entrée, balayant le restaurant du regard jusqu'à ce que ses yeux me trouvent. Elle a traversé la pièce rapidement, son manteau encore poudré de neige, et s'est glissée dans la banquette en face de moi. Mon Dieu, Solène. Elle a tendu la main, mais je me suis reculé, pas encore prête pour le réconfort. Je dois voir les comptes, ai-je dit. Elle a hoché la tête, sortant son ordinateur portable et se connectant au Wi-Fi du restaurant avec une aisance professionnelle. Nous avons travaillé en silence, le faible bourdonnement des conversations autour de nous, un arrière-plan lointain au son des touches cliquant alors qu'elle accédait à la page des fonds d'urgence de l'entreprise. Ils ont tout déplacé, a-t-elle murmuré, tournant l'écran vers moi. Transféré sous votre signature. Une note laissée derrière disant, en cas de disparition, les fonds assureront la continuité de l'entreprise. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de douleur. De la prise de conscience de la minutie avec laquelle ils avaient planifié cela. Ils ne se contentaient pas de voler ma vie, ils faisaient en sorte qu'il semble que je la leur avais donnée volontairement. Vera a hésité. Il y a plus. Ils ont commencé à faire circuler des rumeurs, Solène. Les médias laissent entendre que tu n'étais pas stable avant l'accident. Ils te présentent comme paranoïaque, disant que tu parlais de gens qui t'en voulaient. Ils préparent le terrain. Je me suis penché en arrière, laissant la réalité s'installer, laissant la trahison brûler jusqu'à ce qu'elle devienne un carburant. Ils veulent que le monde croie que j'étais malade, que je me suis enfui, peut-être même que j'y ai mis fin moi-même. Vera a fermé l'ordinateur portable, ses yeux durs. Que veux-tu faire? J'ai serré les poings jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Ils pensent qu'ils ont gagné. J'ai rencontré le regard de Vera, ferme et sans ciller. Nous allons tout reprendre. Et s'ils veulent des funérailles, je vais leur en offrir qu'ils n'oublieront jamais. Je me tenais devant le salon funéraire, la robe noire de Vera collant à ma peau, l'air froid frôlant mes bras nus comme pour me défier de faire demi-tour. J'ai ajusté l'encolure, fixant mon reflet dans la vitre assombrie, essayant de trouver la femme qu'ils pensaient avoir enterrée dans la neige. Mon souffle a embué la vitre alors que je murmurais, « Tu n'as pas le droit d'abandonner ». C'était le début de l'après-midi. Le vent était vif, le ciel d'un bleu pâle qui donnait au monde un air trop propre pour les mensonges qui attendaient à l'intérieur. J'ai pris une dernière inspiration et j'ai poussé la porte, entrant dans une odeur de lys et d'eau de Cologne bon marché. Un silence est tombé, comme un verre qui se brise. Les conversations se sont interrompues en pleine phrase. Les têtes se sont tournées, les appareils photos ont crépité, et des halètements ont parcouru les rangées de sièges alors que les gens se retournaient pour voir le fantôme qu'ils pensaient pleurer. Mila était en plein sanglot, son mouchoir figé à mi-chemin de son visage, les yeux grands ouverts et fixes. Rowan se tenait au pupitre, sa bouche encore ouverte sur un mot qui n'est jamais sorti. Un journaliste au fond a crié, « C'est elle ? C'est Solène Thorne ?» J'ai continué à marcher, les talons que Vera m'avait prêtés claquant sur le carrelage, d'un pas ferme et délibéré. Je suis passé devant le panneau d'affichage près de l'entrée, mon portrait imprimé en noir et blanc, un ruban noir épinglé dans le coin. Les mots à la douce mémoire de défilaient sous mon nom, me faisant marquer une pause avant de lever les yeux vers Rowan. Je vois que vous avez commencé sans moi, ai-je dit, ma voix calme, laissant le silence engloutir à nouveau la pièce. Mon regard a parcouru les visages. Voisins, membres du conseil d'administration, responsables locaux, tous réunis pour pleurer une mort qui n'était pas réelle. Rowan a cligné des yeux, son expression passant du choc à quelque chose d'étudié, quelque chose de public. Ses lèvres se sont courbées en un sourire forcé alors qu'il s'avançait vers moi, les bras tendus. Solène, Dieu merci, tu es en vie. Nous pensions que tu étais. Je me suis reculé, laissant ses bras pendre inutilement dans les airs. Épargne-moi ça. Des halètements ont de nouveau rempli la pièce, des murmures parcourant les rangées comme le vent dans les hautes herbes.
Certaines personnes se sont levées, s'éloignant de moi comme si elles craignaient que je ne m'effondre devant elles. D'autres regardaient avec de grands yeux, les téléphones levés pour capturer la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Mila a bougé ensuite, s'avançant d'une main tremblante, son visage strié de larmes fraîches. Solène, nous pensions que tu avais fugué. Tu étais tellement stressée, tu te souviens? Tu disais que des gens t'observaient. Tu avais peur. Sa voix s'est brisée, la note parfaite d'inquiétude, mais ses yeux n'ont jamais rencontré les miens. J'ai senti quelque chose de vif et de clair s'installer dans ma poitrine. Tu peux leur raconter tes mensonges, ai-je dit, en faisant un geste vers les caméras et les reporters qui se rapprochaient. Mais tu ne peux plus me mentir à moi. Un murmure a éclaté parmi les invités, les journalistes se penchant en avant, les microphones levés alors que les questions fusaient. Où étiez-vous? Est-il vrai que vous étiez instable avant l'accident? Que s'est-il passé là-haut sur la montagne? Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs, et l'air bourdonnait du faible murmure des chuchotements et des clics secs des obturateurs. La sécurité est intervenue, essayant de contenir le chaos alors que je me tenais au milieu de la tempête, immobile. La mâchoire de Rowan s'est crispée, mais il a gardé son air faussement inquiet, essayant de m'éloigner de la foule. Solène, sortons-toi d'ici. Tu as besoin d'aide. J'ai retiré mon bras, le regardant droit dans les yeux. La seule aide dont j'ai besoin, c'est que tu enlèves tes mains de moi. Du coin de l'œil, j'ai vu Vera se glisser à travers la foule, son visage calme, ses yeux vifs. Elle s'est approchée, pressant une petite clé USB dans ma paume, ses lèvres bougeant à peine alors qu'elle murmurait « Quand tu seras prête ». J'ai refermé ma main dessus, son poids m'ancrant dans le chaos. Les appareils photo cliquaient encore, les questions continuaient d'affluer, mais tout ce que j'entendais, c'était la certitude tranquille dans mon esprit. S'ils voulaient des funérailles, je leur en offrirais qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai glissé la clé USB dans ma poche, sentant son petit poids en quittant le salon funéraire. La voiture de Vera était garée un peu plus loin, et j'ai gardé la tête basse, ignorant les cris des reporters et les flashs qui crépitaient derrière moi. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que les portières se referment, le silence à l'intérieur contrastant vivement avec le chaos que nous laissions. Nous avons roulé dans la lumière déclinante, le ciel se teintant de soir, les lampadaires s'allumant à notre passage. Je pouvais voir la tension dans les jointures de Vera sur le volant, mais elle ne m'a pas pressé de parler. À la place, elle a juste dit, « Tu dois voir ce qu'il y a là-dessus ». Sa voix était basse, ferme, comme toujours quand elle gérait de mauvaises nouvelles. Dans son appartement, nous nous sommes assises à une petite table près de la fenêtre, la lueur de la ville pulsant comme un cœur agité. Elle a apporté son ordinateur portable, son bourdonnement remplissant le silence alors qu'elle insérait la clé. J'ai regardé par la fenêtre un instant, observant les lumières se brouiller, le froid s'infiltrant même à travers la vitre. Mes mains étaient fermes, mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'être au bord d'une falaise. L'écran s'est animé avec des dossiers, des fichiers étiquetés avec des dates et des noms de code que je n'ai pas reconnus au début. Vera a cliqué méthodiquement à travers eux, ouvrant des relevés bancaires et des confirmations de virement, chaque clic comme un clou enfoncé plus profondément. Mon nom était là, ma signature ou ce qui y ressemblait autorisant des transferts que je n'avais jamais vus. De l'argent siphonné vers des comptes cachés, déplacé à travers des couches de sociétés écrans. Solène, regarde ça. La voix de Vera était sèche, mais j'ai entendu la colère sous-jacente. Elle a affiché une chaîne de courriels. Des messages entre Mila et Rowan. Ma sœur et mon mari planifiant le jour où ils me mettraient à l'écart, littéralement, et empocheraient l'assurance qui accompagnait mon nom. Elle est un handicap maintenant. Nous ne pouvons pas la laisser tout gâcher. Les mots de Rowan sur l'écran. J'ai eu l'impression d'être à nouveau poussé, cette fois sans le vent sifflant à mes oreilles pour me distraire. Mon souffle s'est coupé, mes mains ont tremblé, mais mon visage est resté froid. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois, laissant la trahison se graver dans ma mémoire. Ils ont tout planifié. Absolument tout. Ma voix était basse, mais ses contours étaient assez tranchants pour fendre l'air de la pièce. Vera n'a pas répondu, se contentant de prendre son téléphone pour appeler son ami avocat. Nous pouvons geler vos comptes joints, a-t-elle dit après avoir raccroché. Lancez la procédure pour reprendre le contrôle de l'entreprise avant qu'il ne vide tout. Le lendemain matin, nous étions assises toutes les 3 dans un bureau exigu d'un cabinet d'avocats du centre-ville, l'air vicié par la chaleur recyclée et la tension. Les papiers bruissaient, les mains de l'avocat se déplaçant rapidement alors qu'il sortait des dossiers, vérifiait des soldes, authentifiait des signatures.
Ses yeux allaient de moi à Vera, ses lèvres se pressant en une ligne mince. Finalement, il s'est levé, le visage pâle. Solène, je suis désolé. Ils ont déjà déposé des documents affirmant que vous êtes mentalement inapte. Ils ont agi vite. Vos comptes sont gelés sous une mesure de protection, et ils font pression pour prendre le contrôle de vos droits de vote dans l'entreprise. Les murs semblaient se resserrer autour de moi, l'air trop épais pour respirer. J'ai entendu l'écho de la voix de Mila, la sensation de sa main sur mon dos avant qu'elle ne me pousse. Le regard vide de Rowan alors que je tombais. J'ai serré les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Il savait que je viendrais les chercher, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour Vera ou l'avocat. Chaque instant a défilé dans ma tête, chaque mensonge, chaque sourire froid, chaque murmure qui me disait de leur faire confiance. J'ai besoin d'un instant, ai-je dit, me levant et sortant dans le couloir, trouvant les toilettes au bout. Le miroir au-dessus du lavabo était fissuré, une ligne en zigzag traversant le reflet de mon visage. J'ai agrippé les bords du lavabo, laissant la porcelaine froide m'ancrer alors que des larmes brouillaient les contours de ma vision. Mais je les ai essuyées, laissant la colère dissiper le brouillard. Pas cette fois, murmurai-je à la femme dans le miroir, la femme qu'ils pensaient pouvoir briser, la femme qu'ils avaient laissée pour morte. Je suis retourné dans le bureau, croisant le regard de Vera. Nous trouverons un autre moyen, lui ai-je dit, laissant l'acier dans ma voix s'installer dans la pièce. Ils me veulent faible. C'est comme ça qu'ils perdront. Alors que nous rassemblions nos affaires, nous préparant à partir, mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti, l'écran s'illuminant d'un texto d'un numéro inconnu. Je sais ce qu'ils ont fait. Retrouvez-moi. J'ai fixé le message, le monde se rétrécissant à la lueur de l'écran, sachant que cela pouvait être l'allié ou le piège que je devais affronter. J'ai croisé le regard de Vera avant de sortir de son appartement, le message brillant toujours sur mon téléphone. Je ne lui ai pas donné les détails, juste que je devais suivre cette piste. Elle voulait venir, mais j'ai secoué la tête, lui assurant que j'appellerais si les choses tournaient mal. L'air froid me mordit la peau alors que je marchais les quelques pâtés de maison jusqu'au restaurant, celui avec une enseigne au néon à moitié allumée, bourdonnant dans le calme de l'heure tardive. Me glissant dans une banquette d'angle, je gardais le dos au mur, les yeux suivant chaque ombre qui passait devant les fenêtres embuées. L'odeur de café brûlé et de graisse flottait dans l'air, m'ancrant dans la réalité que je n'étais pas morte. Pas encore fini. J'ai tracé le bord de la tasse de café ébréchée devant moi, calmant ma respiration. La porte a tinté, et un homme dans une veste verte usée est entré, balayant la pièce du regard avant que ses yeux ne se posent sur moi. Il se déplaçait avec la prudence de quelqu'un qui s'était fait avoir trop de fois, et en s'approchant, j'ai remarqué sa légère claudication. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, retirant un bonnet en tricot pour révéler des cheveux en désordre et des yeux fatigués. « Je m'appelle Aaron, dit-il, sa voix basse, jetant un coup d'œil autour de lui avant de se pencher. Je sais ce que Mila et votre mari vous ont fait. Je n'ai pas scié. Comment? Il a expiré, se frottant la mâchoire. Je travaillais pour Mila. Bon sang, j'ai été assez stupide pour croire que je l'aimais. Elle m'a utilisé, puis m'a jeté quand elle n'a plus eu besoin de moi. Mais avant ça, j'ai gardé des copies de certaines choses. Des choses qui la réduiraient en cendres si jamais elle voyait le jour. Je l'ai étudiée, cherchant le mensonge. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Ses yeux sont tombés sur la table, ses doigts grattant une fissure dans le formica. Parce que j'ai vu comment elle détruit les gens et s'en va en souriant. Je pensais que je pouvais l'ignorer, vivre avec. Mais quand j'ai vu votre visage aux informations, quand j'ai entendu ce qu'ils ont dit de vous, je ne pouvais plus. Je ne lui faisais pas confiance. Mais je le croyais. Ou peut-être que je voulais juste le croire parce que j'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour inverser la tendance. Il a sorti une petite clé de sa poche, la faisant glisser vers moi. Il y a un garde-meuble à 2 rues d'ici. Tout est là-dedans, de faux dossiers médicaux, des formulaires d'assurance, même des courriels entre elle et votre mari sur la façon dont il vous gérerait. Le mot gérer m'a fait serrer la clé plus fort que je ne le voulais. Je l'ai glissé dans ma poche, mes yeux toujours rivés sur les siens. Pourquoi m'aider, Aaron? Vous savez de quoi elle est capable. Il a laissé échapper un rire creux. Oui, je sais. Mais peut-être que j'en ai assez d'être un lâche. J'ai laissé de l'argent sur la table et je me suis levé, sentant le poids de chaque regard dans le restaurant sur moi alors que nous sortions à nouveau dans le froid.
Vera nous a rejoint un pâté de maison plus loin, sa voiture tournant au ralenti sous un lampadaire, l'échappement embuant l'air glacial. Nous n'avons pas beaucoup parlé en route vers le garde-meuble, le bourdonnement des pneus sur la chaussée mouillée étant le seul son entre nous. À l'intérieur du box, les néons clignotaient alors que je tournais la clé, ouvrant la porte en métal avec un grincement. Des boîtes étaient soigneusement empilées, étiquetées avec des dates et des noms qui me donnaient la nausée. L'écriture de Mila était partout, son écriture soignée se moquant de moi sur les étiquettes, des dossiers sur ma santé, de faux diagnostics, ses plans pour me faire passer pour instable afin de s'assurer le paiement. Le souffle de Vera s'est coupé alors qu'elle feuilletait l'un des dossiers. Solène, c'est assez pour les enterrer. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Mon téléphone a vibré, l'écran s'illuminant d'une demande d'appel vidéo. C'était elle. J'ai appuyé sur accepter, tenant le téléphone à bout de bras alors que le visage de Mila remplissait l'écran, calme et posé d'une manière qui me donnait la chair de poule. Eh bien, regardez-vous, ronronna-t-elle en penchant la tête. En train de fouiner là où vous ne devriez pas. Tu sais où je suis, ai-je demandé, ma voix ferme même si mon pouls battait la chamade. Elle a souri avec suffisance, ses yeux froids et fixes. Bien sûr que je le sais. Tu penses avoir gagné quelque chose, Solène? Tu te crois maligne? Tu as toujours été si fragile. C'est adorable de penser que tu peux m'affronter. Tu as essayé de me tuer. Son sourire n'a pas vacillé. Attention à ce que tu dis. J'ai encore des amis haut placés. Et si tu penses même à rendre public quoi que ce soit de tout ça, dit-elle en désignant les boîtes derrière moi, je m'assurerai que le monde voit chaque petit secret sale que tu as essayé de cacher. Penses-tu vraiment qu'ils prendraient ton parti une fois qu'ils sauront tout? L'appel s'est terminé avant que je puisse répondre, me laissant fixer mon reflet sur l'écran noir. Le froid du box s'est infiltré dans mes os alors que la peur s'installait, mais je me suis forcé à respirer, à réfléchir. De retour dans la voiture, j'ai senti le poids de tout cela m'écraser, me broyer alors que je regardais par le pare-brise dans l'obscurité. La voix de Mila résonnait dans ma tête. Le souvenir d'elle me poussant, l'air sifflant, le froid, la trahison. Elle contrôle encore tout, ai-je murmuré, mes mains tremblantes alors que je l'ai pressée contre mes yeux. Vera s'est penchée, me saisissant fermement la main. Elle a peur, Solène. C'est pour ça qu'elle se déchaîne. Elle sait que tu es en vie, et elle sait que tu viens la chercher. J'ai laissé échapper une respiration tremblante, essuyant les larmes de mes joues, laissant la colère consumer la peur. Je me suis tourné vers Vera, ma voix calme. Alors, quelle est peur? C'est mon tour maintenant. Nous sommes retournés chez Vera, les boîtes enfermées dans le coffre, le silence entre nous n'étant plus lourd mais chargé, vibrant de détermination. En nous garant, j'ai jeté un regard sur la clé du garde-meuble dans ma main. Puis sur Vera. Je dois rouvrir ce casier, ai-je dit, ma voix basse mais certaine. Il y a un dossier là-dedans qui me libérera ou détruira tout ce qu'il me reste. Je suis sorti de la voiture de Vera, serrant le dossier contre ma poitrine, l'air froid de Denver me cinglant le visage comme un rappel que j'étais toujours en vie, toujours en train de me battre. La neige crissait sous mes bottes alors que je me dirigeais vers le palais de justice, chaque souffle un nuage qui se dissolvait dans la lumière du matin. C'était le moment. Fini de se cacher. Fini d'être bousculé par des gens qui pensaient pouvoir décider si je valais la peine d'être gardé en vie. À l'intérieur, le couloir sentait le café rassis et les produits de nettoyage. Vera marchait à mes côtés, sa main effleurant la mienne un instant avant de la lâcher, me laissant prendre les devants. Nous avons passé la sécurité, le garde me jetant un regard curieux alors que je posais le dossier sur le tapis roulant. J'ai soutenu son regard sans ciller. Dans une salle de conférence privée près du palais de justice, ils attendaient. Mila était assise avec sa posture parfaite, ses cheveux relevés, feignant l'inquiétude. Mon mari était là aussi, feignant le deuil si bien que j'ai failli le croire, mais l'éclair de peur rapide dans ses yeux quand il m'a vu a envoyé un frisson le long de ma colonne vertébrale. Il y avait quelques autres personnes, son avocat, un ami de la famille qui avait toujours cru le pire de moi, et une autre femme qui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone comme si elle voulait être n'importe où ailleurs. J'ai fermé la porte derrière moi, le clic assez fort pour faire tourner toutes les têtes dans la pièce. Je n'ai pas pris la peine de m'asseoir. J'ai laissé le dossier tomber sur la table, le son sec dans le silence. Solène, a commencé mon mari, se levant comme s'il allait m'embrasser, comme si nous étions dans un film de retrouvailles. J'ai levé la main. Ne fais pas ça. Sa bouche s'est ouverte et fermée, et il s'est rassis,
ses yeux se tournant vers Mila, qui avait pâli avant que ses lèvres ne se courbent en ce sourire familier et condescendant. « Eh bien, dit-elle en croisant les mains, regardez qui a décidé de se montrer. Nous étions si inquiets pour toi. » Je l'ai ignoré, ouvrant le dossier et étalant les documents sur la table, des pages de courriel, de virements bancaires, de déclarations d'assurance et des copies de faux dossiers médicaux. Leur crime en noir et blanc, indéniable. « Voilà ce que vous avez fait, » ai-je dit, ma voix calme, même si mon pouls battait la chamade. « Voilà qui vous êtes. » Mila a ri, un son creux. « Solène, vraiment, c'est embarrassant. Tu as toujours eu ces épisodes. Nous avons essayé de t'aider, mais tu ne nous laisses tout simplement pas faire, n'est-ce pas ?» Elle a jeté un regard autour de la pièce comme pour chercher l'approbation. « Elle est instable » a-t-elle dit aux autres, son ton empreint de pitié. Elle a toujours été instable. Je l'ai regardée droit dans les yeux, laissant le silence s'éterniser jusqu'à ce qu'elle détourne finalement le regard. « Tu as murmuré, tu as toujours été une entrave avant de me pousser de cet hélicoptère. Tu ne pensais pas que je survivrais pour te le dire en face, n'est-ce pas ?» L'air sembla disparaître de la pièce. Même mon mari ne voulait plus me regarder, fixant la table, ses mains serrées en poing. « Tu n'as aucune preuve de tout ça » a lancé Mila, sa contenance se fissurant. Dehors, Vera et Aaron travaillaient, et je le savais. Je pouvais le sentir à la façon dont mon téléphone vibrait dans ma poche, message après message illuminant l'écran. Pendant que Mila continuait de parler, Vera publiait des parties des preuves en ligne, taguant les chaînes d'information locales, les groupes communautaires et chaque personne qui avait jamais cru aux mensonges de Mila. « Tes mensonges ne fonctionneront plus » ai-je dit doucement. Le téléphone de Mila a vibré. Puis encore, et encore. Elle a baissé les yeux, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle faisait défiler, son visage se vidant de sa couleur. La pièce s'est remplie du doux carillon des notifications, un téléphone après l'autre s'allumant. L'avocat de mon mari s'est éclairci la gorge, jetant un coup d'œil à son client, puis à Mila, avant de tourner son regard vers moi avec quelque chose qui ressemblait presque à du respect. L'ami de la famille qui m'avait toujours détesté s'est agité mal à l'aise sur sa chaise. Les mains de Mila tremblaient alors qu'elle serrait son téléphone, ses yeux balayant la pièce comme un animal acculé. « Tu crois que c'est fini » siffla-t-elle, se levant si brusquement que sa chaise a basculé derrière elle. Je me suis approché, ma voix ferme. « Non. Ça ne fait que commencer. » Elle m'a fusillé du regard, sa mâchoire se contractant, mais elle ne trouvait pas les mots. Pour une fois, elle n'avait rien à inventer, rien derrière quoi se cacher. J'ai ramassé le dossier, rassemblant les pages lentement, soigneusement, m'assurant qu'elle voit que j'étais en contrôle maintenant, que je n'avais plus peur d'elle. En sortant dans l'air mordant, le froid ne m'a pas semblé être une punition cette fois. C'était comme la liberté, vive et pure, lavant la peur et les années où je les avais laissés décider qui j'avais le droit d'être. Mon téléphone a de nouveau vibré, mais je ne l'ai pas vérifié immédiatement. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le sol solide sous mes pieds, l'air dans mes poumons m'appartenant. Je savais que le combat n'était pas encore terminé. Mais j'étais prête. En poussant les portes du palais de justice, l'air froid du matin m'a frappé, vif et réel, manquant pour ce qui allait suivre. Une foule s'était formée, des reporters se bousculant, des caméras crépitant, des gens avec leur téléphone levé, filmant chaque seconde de ma sortie à la lumière du jour. J'ai tenu le dossier contre ma poitrine, inspirant profondément, me rappelant pourquoi je devais continuer, pourquoi je ne pouvais pas les laisser me faire taire à nouveau. Les murmures se sont faits plus forts alors que j'avançais. J'ai capté des bribes, c'est elle ? Elle est vivante. Que se passe-t-il ? Mes mains ont tremblé une seconde avant que je ne les serre, calmant ma respiration. C'était plus grand que moi maintenant. Il s'agissait de chaque personne qui avait été mise de côté, à qui on avait dit qu'elle n'était rien, qui avait été forcée de sourire pendant que des gens comme Mila et Rowan volaient tout. Juste au moment où je commençais à trouver mon rythme, des téléphones se sont mis à vibrer autour de moi, des notifications illuminant les écrans, les visages se tournant les uns vers les autres avec confusion. Vera était à mes côtés, son téléphone à la main, ses yeux balayant les gros titres qui commençaient à affluer. « Solène, dit-elle doucement. Ils essaient de manipuler l'histoire. » Mila avait agi vite. Des alertes d'information sont apparues montrant de faux documents avec ma signature contrefaite, affirmant que j'avais siphonné l'argent de l'entreprise vers des comptes privés. Les gros titres m'accusaient d'être instable, une fraudeuse, une femme qui avait simulé sa propre mort pour couvrir ses crimes. Mon nom était en tendance,
mais pour toutes les mauvaises raisons. Pendant un battement de cœur, la peur que j'avais si durement combattue pour l'enterrer est remontée, froide et familière, la peur de ne pas être entendu, de tout perdre à nouveau, de les regarder prendre ce qui était à moi en souriant en face. J'ai baissé les yeux, mon reflet vacillant dans une flaque d'eau à mes pieds, et j'ai vu la femme qu'ils avaient essayé de faire de moi, brisée, silencieuse, facile à effacer. « Es-tu prête ?» a murmuré Vera à côté de moi. Je l'ai regardé, puis les gens qui attendaient, les caméras qui enregistraient encore. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, le serrant si fort que mes jointures me brûlaient. « Oui », ai-je dit en relevant la tête. « Je suis prête. » Nous nous sommes dirigés vers les marches, la foule s'écartant à notre passage. Vera a connecté mon téléphone au petit projecteur portable que nous avions préparé, l'image vacillant sur le côté du mur du palais de justice. Les gens se sont tournés, les yeux écarquillés alors que la vidéo commençait à jouer. Il y avait Mila, riant devant un verre de vin, sa voix pâteuse alors qu'elle se penchait vers la caméra. « Elle a toujours été une entrave », dit-elle en trinquant avec Rowan. Elle ne l'a jamais vu venir. Il a suffi d'une poussée. De l'argent facile. Leur visage était clair. Les mots sans équivoque. La vérité mise à nu pour que tout le monde la voie. Un halètement collectif a parcouru la foule. Les téléphones se sont levés, capturant chaque seconde, diffusant en direct. Certaines personnes se couvraient la bouche, d'autres criaient d'incrédulité, l'onde de choc de la prise de conscience se propageant comme une traînée de poudre. J'ai vu des gens regarder leurs écrans, puis moi, puis de nouveau la vidéo. Je pouvais les voir comprendre. Du bord de la foule, j'ai vu les gens de Mila essayer de se frayer un chemin, criant de faire retirer la vidéo, de cesser d'enregistrer. Mais il était trop tard. C'était déjà partout. Soudain, Mila était là, le visage rouge, les yeux hagards, se jetant sur moi en hurlant « Tu as tout gâché !» Sa voix s'est brisée, rauque de rage, son image soigneusement construite se brisant à chaque pas qu'elle faisait vers moi. La sécurité est intervenue rapidement, la retenant alors qu'elle donnait des coups de pied et criait, ses menaces fendant l'air froid. « Je vais te détruire » a-t-elle hurlé. « Tu crois que tu as gagné ?» Je suis resté immobile, le chaos autour de moi se ralentissant en un tunnel silencieux alors que je la regardais se débattre, son pouvoir lui échappant. Je n'ai pas ressenti de pitié. Je n'ai pas ressenti de peur. Je me suis juste senti libre. Des voix ont commencé à scander mon nom. Les gens applaudissaient, certains tendant la main pour toucher mon épaule en passant. Des larmes me piquaient les yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Pas ici, pas maintenant. J'ai relevé la tête, laissant la vérité s'installer autour de nous, l'air de Denver vif et mordant, lavant le poids que j'avais porté pendant trop longtemps. Alors que l'équipe de sécurité emmenait Mila, une journaliste s'est avancée, son microphone tremblant légèrement alors qu'elle lançait « Solène, quelle est la suite pour vous maintenant que la vérité est révélée ?» Je me suis arrêté, me tournant pour la regarder, puis les gens autour de nous, leurs visages remplis d'espoir, de curiosité, d'incrédulité. Un petit sourire fatigué s'est dessiné sur mes lèvres. Maintenant, ai-je dit, ma voix ferme, claire, portant au-dessus de la foule, je vis. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai ouvert les yeux dans le calme. La silhouette de la ville se découpait en retour à travers la fenêtre, la lumière matinale de Denver baignant les bâtiments d'une lueur douce et indulgente. Je me suis assise lentement, les draps emportant l'air chaud avec eux, et j'ai enroulé mes mains autour du café que Vera avait laissé sur la table de chevet avant de partir à sa réunion matinale. La vapeur s'enroulait vers mon visage alors que j'inspirais, la laissant remplir les endroits en moi qui s'étaient sentis vides pendant trop longtemps. J'ai laissé mon esprit dériver, le silence ponctué par le bourdonnement du chauffage. Je me suis souvenu du jour où Mila m'a tenu la main pour la première fois. Nous n'étions que des filles, au bord du divorce de nos parents, Mila serrant une grue en papier que j'avais pliée pour elle, murmurant « Ne me quitte pas », ce souvenir faisait mal d'une manière que rien d'autre ne pouvait, parce qu'elle m'avait quitté la première, encore et encore, jusqu'à la trahison finale qui a failli me coûter la vie. La douleur ne venait pas seulement de la trahison, c'était l'écho d'une famille devenue étrangère, d'un amour transformé en arme. J'ai posé le café et j'ai pris mon téléphone, faisant défiler le flot de messages. Certains étaient haineux, me traitant de menteuse, disant que je méritais tout ce qui m'était arrivé. D'autres venaient d'inconnus qui partageaient leurs propres histoires de trahison, de s'être relevés quand le monde voulait qu'ils restent à terre. J'ai supprimé les menaces, bloqué les numéros, et j'ai mis le téléphone de côté. Ma main a trouvé le dossier avec les derniers papiers que Vera avait préparés.
J'ai signé chaque page, reprenant le contrôle total de mon entreprise, chaque coup de stylo comme une bouffée d'air pur. Plus tard dans la matinée, Vera est revenue, ses cheveux tirés en un chignon bas, un sourire fatigué sur son visage alors qu'elle me tendait une autre tasse de café. Nous nous sommes assises dans sa petite cuisine, la ville vivante au-delà de la fenêtre, les voitures et les gens se déplaçant avec la promesse d'un autre jour. Lui pardonneras-tu un jour, a demandé doucement Vera, ses yeux scrutant les miens alors qu'elle sirotait sa tasse. J'ai senti les larmes monter mais je les ai refoulées, la gorge serrée en secouant la tête. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Peut-être que le pardon ne la concerne pas. Peut-être qu'il s'agit de me permettre d'avancer. Vera s'est penchée, me serrant la main avant de la lâcher, le silence entre nous chaleureux, un doux rappel que je n'étais plus seul. Dans l'après-midi, j'ai marché jusqu'au centre communautaire que j'avais aidé à construire discrètement des années auparavant, un lieu pour les femmes qui recommencent à zéro, qui se reconstruisent après les tempêtes de leur vie. Je me suis déplacé parmi elles sans être remarqué, observant les rires, les conversations tranquilles, les petites victoires sur la paperasse et les emplois trouvés, et les couleurs vives que les enfants portaient en jouant dans le coin. Il m'a semblé juste d'être là et de voir ces femmes se retrouver, pièce par pièce. Une petite fille, pas plus de 6 ans, avec des cheveux bouclés et de grands yeux bruns, a tiré sur mon manteau. Elle a tendu une grue en papier, ses ailes soigneusement pliées, les bords un peu inégaux. Pour l'espoir, dit-elle timidement, la plaçant dans ma main avant de retourner en courant vers sa mère. J'ai fermé les yeux un instant, le papier doux dans ma paume, me souvenant du jour où j'avais fait une grue pour Mila, lui disant le même mot, espoir. Le cercle n'était pas parfait, mais c'était suffisant. En traversant la ville alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai senti chaque pas comme une promesse à moi-même. La confiance ne reviendrait peut-être jamais complètement, et certaines blessures mettraient plus de temps à guérir que d'autres. Mais j'étais en vie. J'étais libre. Et j'étais assez forte pour continuer à avancer sans craindre d'être à nouveau réduite au silence. Je me suis arrêté au bord tranquille d'un petit parc, sortant mon téléphone et tournant la caméra vers moi. Mon reflet me fixait, plus âgé, plus sage, portant encore les ombres de ce que j'avais survécu, mais avec une lumière dans les yeux qui avait manqué depuis trop longtemps. Avez-vous déjà survécu à quelque chose comme ça, ai-je demandé doucement, laissant mes mots s'installer dans le calme. Racontez-moi votre histoire. Je les lis toutes, sans exception. J'ai terminé l'enregistrement, glissant le téléphone dans ma poche en me tournant vers les lumières vives de la rue devant moi. L'air était froid, mais il était frais, et je les laissais remplir mes poumons alors que je faisais un autre pas, puis un autre, chacun plus léger que le précédent. Et pour la première fois, je n'avais pas besoin de leur approbation pour me sentir vivante. Je me suffisais, tel que je suis.